Jean-François Kouassi. Oh, lui, franchement, je ne sais pas pourquoi les Ivoiriens, franchement, ils abusent. J'ai même pas envie de parler de ça. C'est là, tu vois qu'en Côte d'Ivoire, le débat politique, il est pauvre, quoi. Un gars, un comédien vient, il dit 2-3 mots, ça y est, tout le monde s'emballe. C'est là que tu vois, en fait, que franchement, la Côte d'Ivoire... Hier, le président parlait d'une jeunesse politique qui se renouvelle, mais franchement, moi, on n'a que des perroquets. Donc, parce qu'il y a Jean-François Kouassi, mais moi, je les autres, on les oublie, toi aussi. Mais attends, c'est JFK. Toi-même, tu fais partie. Non, moi, je suis pas dedans. Je n'ai pas dit non. C'est JFK qui vient là. Non. Mais Robert, enregistrez ça. Non. Toi, les gens vont tomber sur toi. En fait, ça fait partie. Pour moi, je considère que ça fait partie de la distraction. Il a le sens Kali rentre pas dedans. Pour moi, ce sujet-là, il n'est pas nouveau. C'est-à-dire utiliser une sorte je n'ai pas envie de dire de troublion, de troubadour, pour discréditer son opposition ou ses adversaires. Parce que voilà, il fut un temps. Qui a Adama Daïko? Non, mais franchement, Adama Daïko, tu peux pas le comparer à Jean-François Kouassi, je suis désolé. Oui. Mais Adama Daïko, il est plus outillé, il utilise l'humour. Outillé de quoi? Mais il est plus outillé que JFK, t'es pas sérieux? Il utilise l'humour. Mais attends, t'es pas sérieux? C'est un jeune. Non. C'est pas la vraie qualité des jeunes Ivoiriens. C'est comme si tu disais Coluche. C'est comme si tu disais Coluche. Non, moi je suis pas d'accord. Bon, ok, d'accord. Donc quand c'est Adama Daïko, Adama Daïko, attention, Pardon. Adama Daïko, c'est un humoriste, certes, mais il utilise de la satire politique pour piquer où ça fait mal. En 2010, là. JFK n'a pas de fond. JFK, là, il n'a pas de fond. Le fait déjà qu'il ait une volonté, lui, à peine 32 ou 33 ans, de vouloir prendre la parole politique, c'est à saluer et même à encourager. Mais il a pris quelle parole politique? Mais il prend la parole politique. Il fait quoi? Mais sur le plateau télé. Il a parlé combien de fois? Il a parlé combien de fois? Quels sont ces discours qui vous ont marqué? Parce qu'il a dit qu'en fait que les députés ont des privilèges, par rapport à la prime d'installation et autres. Il a dit quoi d'autre? Non, pour moi, c'est un comédien, franchement. Plein de choses comme intéressantes. Mais pourquoi voudrais-tu... Moi, j'ai écouté, mais franchement... Vraiment, moi, ça là, ça me gêne. Hein. Le fait qu'on soit dans une logique de voir la politique pour, je pourrais dire, les élites. Non. Mais non. Mais c'est ça. C'est pas une politique d'élite. C'est ce que tu laisses penser. Non, je suis... C'est ça. Mais il a quelle idée? Il a dit quoi? Je suis absolument... Mais il parle comme il est. Il parle comme ce jeune. Mais il dit quoi? Je dis le fond. Mais il dit des choses. Mais il a dit quoi? De quel fond veux-tu parler? Non, il dit quoi? Il dit des choses quoi? Comme quoi? Quand JFK dénonce la cherté d'abord des trucs à péage. Oui, c'est ça. Il dit des choses. Mais il a dit quoi, la cherté des points à péage? Qu'est-ce qu'il a dit en particulier? Mais il a dit que les points sont chers. C'est une évidence. Même un enfant qui est au collège sait que les points à péage sont chers. Ah non, mais moi je comprends pas. Voudrais-tu que quand quelqu'un dit une chose, ce ne soit pas quelque chose d'exceptionnel? Président. Non, laissons ça là tomber. Donc pour vous, celui qui est brillant, c'est celui qui dit ce qui n'est pas évident. Je ne parle pas du fait d'être brillant. Je ne parle pas du fait d'être brillant. Vous prenez par exemple des planteurs. La politique ne peut pas être une question d'élite. Non, ce n'est pas une question d'élite. Mais c'est ce que tu as laissé penser. Vous prenez des planteurs qui exposent les difficultés de la filière agricole, qui exposent même les difficultés de la cherté de la vie et autres. Ils sont plus pertinents que JFK. Mais JFK, pour moi, c'est monsieur Beauf. C'est juste que parce qu'aujourd'hui, on veut grossir un personnage. Et puis en Côte d'Ivoire, on a le culte en fait des guignols depuis un moment. Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de la bande accompagné de nos chroniqueurs, le président Jean-Paul Leroux. Bonsoir, président. Bonsoir, Carly. Vous avez changé de lunettes aujourd'hui? Oui, juste parce qu'en venant, je n'ai pas eu le temps de retrouver l'autre, donc j'ai pris la deuxième. Communiquer la boutique où vous avez acheté l'autre lunette là, parce que il y a un téléspectateur qui a bien aimé et qui souhaiterait l'avoir les mêmes aussi. D'accord, ok, je lui dirai. On enverra ça en privé pour éviter de faire la publicité. Il n'y a pas de souci, je suis disponible, mais il faut qu'il sache est-ce qu'il a les moyens présidentiels. Belkakou, bonsoir. Bonsoir Carlyle. Ça fait longtemps. Hein? Ça fait longtemps, heureux d'être là, de retour.
Et puis pour le bonheur des téléspectateurs, on va dire ça comme ça. Toujours. Bonsoir Ensan. Bonsoir Carlile. Bonsoir Guina. Bonsoir Carlile. En visio, Jean-Yves et son maître. Non, mais bonsoir messieurs. Bonsoir Carlile. Bonsoir Carlile. Très bien, on parlera en première partie de cette émission, messieurs, comme je vous ai dit en préparation de cette émission, de la décision du Conseil constitutionnel qui confirme la large victoire du président Alassane Ouattara et des réactions à l'international. Le Conseil constitutionnel a validé la réélection du président ivoirien à 89,77%. Le Conseil a également confirmé le taux de participation de 50,10%. Maître Kakou, réaction vite fait sur... Réaction rapide. Bon, d'abord, le Conseil constitutionnel fait observer qu'aucun des candidats retenu donc, pour concourir à cette présidentielle n'a déposé de réclamation. Donc, que ce soit Ouadon Melo, Simone Veil Gbagbo, ils n'ont déposé aucune réclamation sur les irrégularités qui auraient éventuellement donc, été décelées durant ce scrutin. Donc, bon, c'est sans surprise que le Conseil a statué par un arrêt plutôt bref sur la réélection du président Alassane Ouattara. 89% en score soviétique, sans surprise puisque, évidemment, les adversaires qui étaient retenus sans soutien du Front commun, sans soutien de ces partis forts en Côte d'Ivoire, eh ben, il ne fallait pas s'attendre à autre chose, hein, très clairement. Après, on peut quand même noter... qu'aucun de ces candidats-là ne franchit la barre des 150 000 électeurs. Bon, ça paraît quand même relativement faible. Selon Lubion, 130 000, Simone Veil, 100 000 et des broutilles, Ouadon Melo, 90 000 environ. Ça paraît plutôt faible. Donc bon, voilà, élection sans surprise maintenant. Place à l'après, et je pense qu'on discutera. 50% taux de participation. Hein. Moi, j'en suis surpris, je ne vais pas le cacher, puisque moi, j'ai voté dans un bureau donc, en Loire-Atlantique. J'étais le 46e votant à 16h30 sur 1000, donc ça faisait à peu près 4,6% à 16h30. Quand on voit les taux, après, c'est vrai, la Loire-Atlantique, ce n'est pas toute la diaspora, mais bon, taux de participation de 50%. Oui, mais voilà. Donc, moi, quand j'ai 4,6% à 16h30 et que derrière, on nous dit taux de 50%, on peut quand même être surpris. D'autant plus qu'ici, M. Kuibière Koulibaly annonçait, M. Kuibière, hein, Ibrahim Kuibière, annonçait tout de suite après la fin du scrutin un taux oscillant entre 45 et 50%. Donc, je ne savais pas que la technologie électorale s'était autant améliorée en Côte d'Ivoire, mais vous voyez, on est pile poil sur ce qu'il annonçait. Donc, si vous voyez, ça vient rajouter un peu, quand vous ajoutez à cela donc, le scandale Abidjan.net, ça vient en rajouter à ce climat-là d'une élection pipée d'avance. Moi, j'ai lu des réactions amusées de gens qui disaient ces résultats-là, ils ont été faits sur un fichier Excel. Voilà. Mais bon, ce n'est pas mon point de vue, mais bon, on peut quand même s'interroger à certains égards. Rapidement, sur les réactions, ces chiffres, taux de participation au Guinée. Pour nous, clairement, c'est une parodie. Hein, donc, c'est une parodie. Peut-être ceux qui hésitaient encore à douter, à avoir un doute cartésien sur le sujet, on espère juste que ça va leur permettre d'avoir ce doute qui nous semble évident. C'était une parodie. Je voudrais noter qu'en 2015, le PDCI était encore au RHDP. Il était en alliance avec le président Ouattara. Et le FPI d'alors, sinon le PPACI, était clairement en mode boycott. Malgré cela, le président Afi seul a eu 9 autour de 10%. Donc face à la coalition PDCI, RDR de l'époque, il a eu 10%. Là, on se retrouve avec des figurants. Ça fait combien eux tous ils font 4% eux tous. Ouais, c'est ça, 4-5%. Ils sont tous de 4%. Donc Afi pèse plus que toute cette palette-là de figurants-là qui se sont présentés pour accompagner le président Ouattara dans cette énième tentative de confiscation du pouvoir dont le pays n'avait pas besoin. Parce que 2025, tout était réuni pour avoir une élection propre. En 2020, l'argument était qu'il ne voulait pas laisser le pays entre les mains de ces gens-là. Les Ivoiriens étaient
cette année. Le favori, ce n'était pas un Ivoirien, c'est quelqu'un qui n'était pas mêlé à la politique ivoirienne, c'est quelqu'un qui a des origines étrangères, c'est quelqu'un qui est musulman. Donc tous les arguments qu'ils avaient utilisés jusque-là pour pouvoir confisquer le pouvoir par la force avaient volé en éclats. Malgré cela, ils ont trouvé le moyen de faire de cette élection-là encore une occasion manquée pour ce pays-là qui aurait bien voulu retrouver le chemin de la paix et de la transmission du pouvoir sans violence, sans mort. Il y a 33 personnes qui sont décédées et pour qui le procureur n'a aucune urgence actuellement à trouver les responsables. Il y a eu des femmes enceintes de 8 mois dans le dos de Kionti, des vieilles grabataires qui se font égorger, mais ça, c'est un non-événement parce que les tueurs sont du bon côté. Et c'est cette Côte d'Ivoire-là à laquelle peut-être qu'on va devoir s'habituer. Donc tous les rêveurs qui pensent qu'ils font une opération, une tentative politique en 2025 en espérant que 2030, ils seront au pinacle de leur popularité pour conquérir le pouvoir. On peut déjà, même sans être un devin, leur dire que ça sera le même scénario parce que c'est une technologie qui est désormais prouvée, qui a été théorisée par le RDR. À chaque élection, on tue une cinquantaine, trentaine d'Ivoiriens et les Ivoiriens hurlent à la paix et ils leur laissent le pouvoir continuer. C'est un schéma qu'ils ont choisi. C'est malheureux, mais nous continuons de nous battre pour que notre pays retrouve le chemin de la démocratie. Bien. Jean-Paul Roux, président. Oui. Pour moi, c'est, comme on le disait, hein, c'est sans surprise, la décision l'arrêt du Conseil constitutionnel. Donc, d'abord que les candidats, je dirais, vaincus n'ont pas fait de réclamation, donc c'est libre que cela s'est fait. C'est contesté un peu l'organisation de Oui, on contesté l'organisation, mais s'ils n'ont pas porté la réclamation au niveau du Conseil constitutionnel, c'est certainement peut-être parce qu'ils n'ont pas un certain nombre, je dirais, des éléments tangibles pour pouvoir, je dirais, soutenir ce qu'ils ont déclaré. Alors. Mais en même temps, non, ce n'est pas parce qu'on ne peut pas prouver quelque chose qu'on n'a pas le droit de le dénoncer. Voilà, ce n'est pas parce que on n'a pas prouvé un fait qu'on ne le dénonce pas. Ce n'est pas une logique normale. Maintenant, sur la question des résultats, comme tu l'as posé comme question, moi, j'ai déjà répondu ici sur ce plateau. Hein. La seule chose qui pouvait faire barrage ou qui pouvait empêcher ce qu'on évoque ici de façon en sourdine, c'est-à-dire une technologie électorale en faveur du régime au pouvoir, c'était le vote massif à cette élection présidentielle. C'était le vote massif. Malheureusement, comme je l'ai dit, les choses ne se sont pas passées ainsi parce que le Front commun a mené campagne durablement contre le vote massif, en créant, je le répète encore une fois, une situation, une atmosphère de psychose, de peur, qui a certainement participé, a conduit un bon nombre d'Ivoiriens à rester chez eux. Et puis voilà, bon, maintenant concernant le taux que le président de la CEI, QIB, a présenté, bon, je ne ferai pas plus de supputation que cela. Personnellement, j'ai eu ici à Paris à être dans les bureaux de vote, dans les 2 centres, jusqu'à 18 h. J'ai vu ce que j'ai vu. On a annoncé lors des résultats 44% de taux de participation ici en France. J'en doute fort. Moi, je pense que le taux devait tourner autour de... Même pas atteindre 30%, mais bon. Ouais, même pas 30%, mais bon. Mais aujourd'hui, j'estime que l'étape des élections, pour moi, est passée. Les urnes ont parlé. Est-ce qu'il ne serait pas temps de passer à une autre étape? Bon, ça tombe bien. Dans la foulée de cette annonce du Conseil constitutionnel, de cet arrêt, on a eu des réactions à l'international. Elles sont majeures. Donc, depuis l'Élysée, le président Macron a félicité son homologue et il a appelé à poursuivre l'approfondissement, je cite, d'un partenariat entre les 2 pays. Même son de cloche aussi du côté des États-Unis, on a vu une publication de l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire. On avait fait une émission ici, je crois la semaine dernière, où on s'est questionné,
se poser la question de savoir pourquoi les réactions tardaient. Je pense que c'est chose faite. Alors, moi, il faut... merci déjà, et je vais, si tu permets, rebondir rapidement sur ce qui a été dit par le... Non, pas sur le front commun encore. On a déjà fait des émissions dessus. Non, même pas sur le front commun. C'est juste faire une petite lucarne sur ce qui a été dit. En fait, on se rend compte que ici, la plupart des intervenants, tout le monde est résigné. C'est-à-dire qu'on voilà, on est tous résignés. On sait que les choses ne fonctionnent pas normalement, mais il faut faire avec. Oui. Bon, tournons la page des élections. Bon, il y a des législatives à venir, hein, c'est aussi des élections. C'est encore avec les mêmes appareils. Ce sont les mêmes appareils qui vont encore organiser. On sera encore à nouveau résigné. Parce qu'en fait, les élections ne reflètent pas réellement le taux. On a des doutes. Ah, j'étais là-bas, mais je ne pense pas véritablement que le taux, il est exactement cela. Un taux, ça se calcule. Un taux, ce sont des hommes qui font en fait d'accord ce taux-là. Donc, on est tous résignés. On a des institutions qui ne fonctionnent pas normalement, mais bon, c'est pas grave, on va faire avec, on va avancer, parce qu'il faut sauvegarder la paix. Maintenant, pour revenir sur ce que tu disais, Carly, c'est très important. Oui, mais il y a quand même des réactions qui étaient étranges. Celle de la CEDEAO et de l'Union africaine. Bon, non. Le président de la Commission de l'Union africaine a félicité directement le président Ouattara. Oui. Et la CEDEAO a félicité le peuple ivoirien. Est-ce que vous voulez... Oui, mais en fait, normalement, on félicite quand le Conseil constitutionnel, d'accord, consolide. Ah, okay. Oui, consolide. Mais la CEDEAO, la CEDEAO, elle s'est empressée. Elle s'est empressée parce que c'était une évidence, d'accord, bon, qu'on félicite M. Ouattara. Je parle de la forme, hein, d'accord, et puis également l'Union africaine. Et ensuite, bon, bien évidemment, moi, je vais revenir sur la réaction de Paris en particulier. Je considère que ces élections-là, Paris, au niveau du rélan médiatique et même des officiels, ils ont essayé d'analyser les choses, c'est-à-dire de ne pas trop s'engager directement, s'impliquer directement pour M. Ouattara. C'est-à-dire, ils étaient assez attentifs. Je me rappelle en fait la réaction en séance, je pense que c'était en séance parlementaire du ministre des Affaires étrangères quand on évoquait. C'est pendant la séance de questions au gouvernement. Effectivement. Ouais. M. Taché qui avait fait. On évoquait la situation de la Côte d'Ivoire en ce qui concerne certains candidats qui devaient compétir. Il y avait des problèmes et autres. Le principe de la souveraineté, c'est-à-dire l'État de Côte d'Ivoire est souverain, l'État de Côte d'Ivoire décide. Bon, c'était une première. Moi, c'est la toute première fois que j'entendais des officiels français s'exprimer de la sorte. D'habitude, ils étaient très bavards sur le cas de la Côte d'Ivoire. Mais là, non, l'État de Côte d'Ivoire décide, l'État de Côte d'Ivoire est souverain. Ça, c'est un premier élément. Même les médias internationaux, c'est-à-dire qu'ils revenaient le plus souvent sur le 4e mandat de M. Alassane Ouattara. Mais en dehors de cela, il n'y avait véritablement pas de critique. Il faisait juste, en fait, le rapport des communiqués officiels. Le communiqué du procureur, le communiqué du ministère de l'Intérieur, la CEI. En fait, il n'avait pas d'avis véritablement critique. Et puis, on a ce communiqué qui est sorti, un communiqué très riche, qui parle de consolidation, qui parle de liens d'amitié et autres. Il y a eu un échange téléphonique entre les deux. Bon, l'échange téléphonique, moi, je ne sais pas. Donc, si, je vous dis, il y a eu un échange téléphonique. D'accord, plus l'échange téléphonique encore, ça c'est super. Il y a eu le communiqué. Voilà, donc c'est super. Ça veut dire quoi aujourd'hui? Pourquoi la France décide de façon ferme féliciter M. Ouattara? Moi, je vais dans un aspect géopolitique, qui est pour moi là, qui est clair aujourd'hui, et je l'ai même dit ici. Je crois qu'on discutait sur une émission avec le président Jean-Paul Leroux où j'ai plusieurs fois cité M. Yves Tréhard. Il a dit « Ah mais non, Yves Tréhard, il ne faut pas le citer parce qu'il n'y a pas de journaliste en Côte d'Ivoire. » Et c'est ce que Yves Tréhard disait. Aujourd'hui, faut pas tordre, mais non, mais président, s'il vous plaît. Monsieur Yves Tréhard disait quelque chose de très important. Et moi, je salue son pragmatisme. Aujourd'hui, Paris consolide ses relations. L'homme qui incarne aujourd'hui la stabilité, d'accord, et la protection de leurs intérêts en Côte d'Ivoire, même si la Côte d'Ivoire était un marché très ouvert, c'est Alassane Dramane Ouattara. Point. Parce qu'il est très intéressant de critiquer certains régimes dont on ne respecte pas la Constitution, dont l'opposition est arrêtée, est séquestrée et autres, dans différents pays. Paris est très critique, mais pour le cas de la Côte d'Ivoire en particulier, ils n'ont pas insisté d'accord sur tout ce qu'on a dit. M. Oguinar a dit quelque chose de très important. C'est 33 ? Oui, 33. Voilà, 33, c'est quand même énorme. Et puis, comme le président dit, on n'aime pas le décompte macabre. C'est vrai qu'il n'y a pas eu aussi d'allusion aux violences qui ont eu lieu, en tout cas dans le communiqué. Oui, même quand les violences sont ça. Oui, donc pour finir, si tu permets, pour finir, si tu permets, Carly, aujourd'hui, Alassane Ouattara est l'éléphant, d'accord, le dernier éléphant, sauf s'il y a un successeur qui rassurera, d'accord, des pays tels que la France, est l'éléphant aujourd'hui qui sauvegarde les intérêts de la France. Donc ça, c'est une évidence. Donc pour moi, ce n'est pas véritablement une grosse surprise. Bon, Yves Tréhard, directeur délégué de la rédaction du Figaro. Oui, du Figaro. Qui ne savent pas. Voilà. Et puis pour compléter votre analyse, je pense qu'on a appris dans le monde Afrique que le président Ouattara était l'un des... Oui, tout à fait. C'était la semaine dernière. Ils échangeaient le plus souvent. Jean-Yves.
moi, je pense que à travers ce, à travers ce communiqué-là, à travers ces félicitations adressées au président Ouattara, la France va bien définitivement de prendre position dans cette guerre, je dirais, dans cette guerre politique-là. Et pour moi, ce que je veux dire aussi, c'est que l'opposition ivoirienne est, est de la mémoire. Parce que ce que la France vient de faire à travers le président Macron, je pense que ça va quand même, ça va quand même beaucoup jouer. Il ne faudrait pas que demain on ait des leaders politiques qui viennent et puis oublier ce qui s'est passé. Parce que là, ils viennent clairement de prendre position. Je dis ça et puis je passe. Euh, Président, tout à l'heure, j'ai entendu, moi je vais revenir sur, vous aviez tout à l'heure, en fait, mis la faute sur le fait que le Front commun n'ait pas soutenu, en fait, n'est pas soutenu ces candidats-là. Déjà, on est dans un parti politique, il faut observer une certaine discipline. Donc, ce sont des gens qui ont été indisciplinés. Logiquement, les partis politiques ne peuvent pas les soutenir. On va dire non qu'on doit se mettre au-dessus de tout ça et puis pour le bien des Ivoiriens, on doit le faire. D'accord. Mais on est sur ce plateau aussi, et puis vous aviez encore dit que en fait, tous les Ivoiriens ne sont pas encadrés à des partis politiques et que le peuple ivoirien, dans sa globalité, s'il y avait voilà, s'il y avait une bonne campagne, ces candidats-là pouvaient sortir gagnants. On, on l'a dit. Donc aujourd'hui, lorsqu'on se ravise et qu'on accuse ce fonds commun-là d'avoir fait une campagne, moi je vais encore dire à quel moment ce fonds commun a fait une campagne. D'autant plus que lorsqu'on a eu un dispositif sécuritaire impressionnant, avec près de 44 000 forces de l'ordre déployées pour sécuriser ces élections-là, à quel moment la population a eu peur de sortir pour aller voter? Non. Les personnes qui ne sont pas allées voter sont des personnes qui ont dit non à cette forfaiture, c'est tout. Donc, il ne faudrait pas qu'on se cache derrière la peur. Non, il y a juste des Ivoiriens qui ont décidé de dire non. Et pour revenir encore sur le taux de participation, effectivement, ce taux de participation, il est quand même étonnant, d'autant plus que Beth l'a si bien dit tout à l'heure. À mi-journée, lorsqu'on a interrogé le président de la CEU, il annonçait déjà les 45 à 50%. Moi, quand j'ai vu sa déclaration, j'ai bouffé de rire. Je me suis dit, ben, écoute, on va forcément avoir ce tour-là. Et c'est ce qu'on a eu. Donc, pas étonnant. Et ils sont dans leur démarche, dans leur programme, ils le déroulent. Et apparemment, d'après ce qui se raconte, ils sont en train de maintenant mettre dans la conscience collective une probable révision constitutionnelle qui pourrait potentiellement arriver. Bon, on regarde, on observe et puis on verra ce qui va se passer. Bon, merci monsieur pour des questions de clarification. On a eu de nombreux débats sur ce sujet. On a un angle précis pour l'émission du jour. Il n'y a pas beaucoup de temps, on a déjà 19 minutes. Donc, je ne veux pas relancer le débat sur cette question. Donc, pas de relance sur ce sujet. Norbert. Bah, justement, quand même, sur la participation, c'est très important parce que j'ai dit sur le plateau de la bande à Carlisle que le grand vainqueur de l'élection présidentielle ivoirienne 2025, c'était l'abstention. Je ne crois pas du tout à ce taux de participation. Ce que vient de dire Maître est une indication qu'on pourrait développer sur pas mal de bureaux de vote en Côte d'Ivoire. Je rappelle quand même qu'en 2010, au second tour de l'élection présidentielle, le taux de participation a été triché. Rappelez-vous, euh, vers 17 heures, on parlait de 70%. Il a fallu gonfler le taux à 81%. Ensuite, Alassane Ouattara, installé au pouvoir, allait se répandre un peu partout, et notamment dans deux interviews en France, l'une à Jean-Pierre Elkabbach et l'autre sur le plateau de France 2, pour dire qu'il avait été élu avec 81% de participation, ce qui faisait de lui le premier président de fait de l'histoire à aller dire qu'il avait aller citer au centime près le taux de participation de l'élection qui était censé l'avoir porté au pouvoir. Jamais personne n'avait fait ça avant lui, jamais personne ne le fait depuis. C'est faux. Donc la vraie participation était inférieure, c'est une certitude mathématique, et donc c'est l'abstention qui a gagné. Ce qui veut dire, ce que Jean-Yves veut dire est vrai,
ça n'est pas seulement la peur qui a poussé les abstentionnistes à rester chez eux, c'est aussi la réprobation. Maintenant, quand on regarde les résultats locaux, on s'aperçoit que le Conseil constitutionnel a validé des taux de participation délirants dans le Nord, qui étaient mathématiquement impossibles, alors que, évidemment, dans le Sud, c'était beaucoup moins. Donc la crainte, c'est que ce pays, la Côte d'Ivoire, se casse en deux demain si jamais on essaie de continuer dans cette voie qui a été prise, c'est-à-dire de s'accrocher au pouvoir par tous les moyens. Et c'est la raison pour laquelle il ne faut pas que le Front commun fasse l'impasse sur les législatives, ne serait-ce que pour empêcher que demain, un Parlement puisse réunir 2 tiers de parlementaires RHDP pour modifier la Constitution et pour remettre une pièce dans la machine. Non, sur la question de... Non, il va répondre à la question, excusez. Les réactions à l'international, je pense que c'était plus ça le sujet de cette première partie de l'émission. Oui, pardon. Surtout oui, que... Excusez-moi, c'est que je suis loin. Et oui, donc je vous pas comprends, très bien. mais c'est pour ça que je fais une précision. J'ai juste posé le sujet d'entrée de jeu, mais ce n'était pas le débat du jour. Allez-y. Oui, sur la réaction de Macron, moi je la qualifierais quand même de laconique. Je rappelle que c'est un coup de fil, ça n'est pas un écrit, c'est ce qui avait été annoncé. Hein, je vous l'avais dit, il lui a téléphoné, il aurait pu lui écrire. Et puis cette réaction laconique, c'est-à-dire courte, ramassée, évoquant les sujets de relations bilatérales entre la France et la Côte d'Ivoire, elle est à opposer à 2 choses. Une réaction qui aurait été chaleureuse et personnelle, ça, il n'y a pas eu. Et deuxièmement, à l'opposé, pas de réaction du tout. Là, ça aurait été une véritable crise. Et pour faire quoi? Ça aurait été quelque chose qui aurait été sans précédent. Sans précédent, ça va être par exemple le cas de la réaction de la France demain à la cérémonie d'investiture du nouveau mandat de Paul Biya. Il n'y aura pas de représentation autre que l'ambassadeur local. Et là, c'est vraiment quelque chose qui a marqué, qui va marquer. La France la tape du poing sur la table d'une certaine manière. Euh, à tout ce qui a été dit, je rajouterai peut-être un élément qu'on n'a pas évoqué et qui a peut-être aussi joué dans l'esprit de Macron, c'est ce qui s'est passé la semaine dernière à Paris. Vous savez qu'il y avait un forum auquel était convié le président Paul Kagame du Rwanda et au dernier moment, il s'est décommandé. Ça n'a pas du tout été apprécié par l'Élysée. Et du coup, les gens qui autour du président de la République française, ont encore une certaine... arrivent à murmurer à l'oreille du président, lui ont fait remarquer qu'en Afrique, la France n'avait plus beaucoup de soutien. Et que si Kagame commençait à comment dirais-je, à avoir un comportement, on va dire, un peu relâché avec la France, à part la Côte d'Ivoire, qu'allait-il rester? Donc ceci a peut-être aussi également joué. Bien. Moi, j'aimerais bien réagir sur les réactions internationales. Je suis surpris qu'on dise que c'est maintenant que la France a pris position, en fait. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'il faut, je pense, de mon point de vue, ce qu'il faut se mettre dans la tête, c'est que l'Occident et les grandes puissances occidentales ne sont plus les défenseurs de la démocratie. Ils sont dans un contexte géopolitique aujourd'hui où il y a une résurgence de leurs adversaires internationaux qui deviennent puissants, qui occupent l'espace international, la Russie, la Chine. Donc, quand ils pensent avoir un soutien quelque part, c'est les pieds joints qui se mettent derrière lui. Donc ça, c'est pas... Trump se foutait complètement des élections, qu'il y ait des morts ou pas. Parce que si la France, c'était maintenant qu'elle prenait position, si elle avait pris position avant, elle allait quand même publier des communiqués sur les morts, les arrestations et tout ça. C'est ça la France que nous connaissons. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une France, parce que nous sommes aussi français, donc on sait aussi ce que c'est que les intérêts de la France, où il y a une certaine élite qui a une certaine compréhension des intérêts de la France.
en Afrique qui pensent que soutenir un régime despotique, le maintenir et garantir les intérêts de court terme d'un clan est suffisant pour garantir les intérêts de la France. Alors que, de notre point de vue, garantir les intérêts de la France, c'est chercher à organiser un jeu démocratique transparent entre une élite qui est sous influence française. Jusque-là, l'élite, que ce soit du côté du PDCI, on a quelqu'un qui ne déteste pas la France, du PPACI. Donc, pour moi, les vrais intérêts de la France auraient été de peser de tout son poids pour qu'un jeu démocratique transparent soit organisé. Mais là, elle a mis les pieds joints, elle a misé sur un cheval qui, si par de malheureuses circonstances, quelque chose lui est arrivé aujourd'hui, son traumatisme de l'AES sera minime en fait devant cette situation. Donc pour moi, c'est un risque que la France a pris, c'est un gros risque qu'elle a pris de laisser les Ivoiriens se faire tuer, de laisser des gens confisquer le pouvoir par la force uniquement, par la force et la puissance des armes. C'est un gros risque que notre pays aussi, la France, a pris. On a longuement annoncé que Paris regardait ça d'un œil assez. Non, depuis 2013, moi, en interne, au PDCI par exemple, en interne, depuis 2013. Votre président qui connaît très bien le président Macron, qui paraît, il y a des échanges qui peuvent mettre de... Bon, en fait, dès l'élection du président Thiam, en interne, moi, j'ai fait produire une note que j'ai diffusée à profusion sur toutes les plateformes pour dire qu'il n'existe aucune possibilité que la France soutienne, comme on appelle Thiam, face au régime Ouattara. Okay. Quand j'analyse la sociologie et l'élite politique, sa vision du monde et sa vision de cette zone qui aurait pu être un tremplin pour la puissance de la France dans le concert des grandes nations, quand j'analyse le truc, donc j'avais produit cette note en interne. Bon, les gens, ils ont cru que voilà, les gens sont restés dans leur... Bon, en tout cas, il n'y a pas que la France, c'est aussi les États-Unis. Mais c'est ce que j'ai dit, c'est l'Occident en général, c'est pas la France. Moi, Carly, je vais surtout interroger l'écho qu'ont ces réactions internationales à Abidjan. Ça fait les choux. Voilà, donc en fait, le sentiment que ça donne, c'est que c'était extrêmement attendu à Abidjan. Extrêmement attendu, moi je n'ai pas vu, je peux me tromper, mais je n'ai pas vu de réaction spontanée à l'annonce par le Conseil constitutionnel de la victoire de M. Alassane Ouattara. Je n'ai pas vu de réaction spontanée de ses électeurs. On a été habitué à voir, même au moment où il déposait sa candidature, des manifestations spontanées ou quasi spontané de rue pour le célébrer. Là, finalement, on a un président qui est réélu, à qui ils ont demandé de se représenter. Et puis, en dehors des réseaux sociaux en tout cas, on n'a pas des cris de joie, la fête à travers Abidjan. C'est la première chose. Donc, de sorte qu'aujourd'hui, vous voyez, ces réactions-là sont plus célébrées que la victoire annoncée par le Conseil constitutionnel hier à Abidjan. Hier, c'était une journée normale, alors que, ma foi, on venait de consacrer la troisième, sinon la quatrième réélection de M. Alassane Ouattara à la tête de la Côte d'Ivoire. À croire que ces militants eux-mêmes ne se sont pas fait d'illusions sur cette réélection-là. C'était quelque chose de gagné d'avance. Résultat, on ne va même pas fêter, on va surtout apprécier, saluer. Et j'en parlais à l'instant, moi j'ai été identifié à profusion sur les réseaux sociaux par des activistes proches du RDR en train de dire « Maître, venez voir, on est félicité à l'international ». Moi, qu'est-ce que... Pas le seul, Jean-Yves aussi était... Bon, vous voyez, moi, ça m'a amusé. C'est que Norbert. C'était très attendu de leur côté. Bon, j'imagine qu'aujourd'hui, le soutien de la France et des États-Unis... C'est paradoxal, sachant que le président parlait d'un président ivoirien très souverainiste, à la limite même panafricaniste. On ne revient plus sur le sujet. Non, on ne revient pas, mais je peux prendre la parole au moins. Oui, président, allez-y. Juste très autoritaire. Sans apostropher quelqu'un. Vous avez explosé mon conducteur. Il y a eu un CM ici. Il y a eu une exégèse ici. Je peux au moins pouvoir parler? Mais président, je n'ai pas dit le contraire. OK. D'abord, quand on dit que quelqu'un est souverainiste, surtout le président Alassane Ouattara, qui, dans ses 3 dernières adresses à la nation, a marqué le caractère souverain de son pays, que ce soit réel ou un discours, ça ne change rien. Il est en train de dire aux Ivoiriens et ceux qui espéraient à l'international pour mettre la pression sur lui. Donnez des noms. Tidiane Thiam. Voilà, on peut continuer. Parce que c'est celui qui est là, au Guinée, qui a dit ici, les membres du bureau politique du PDCI, qui a dit ici
Thiam allait être dans le front commun et utiliser ou devait user de ses relations à l'international pour mettre pression sur le pouvoir Ouattara. C'est pas dit comme ça. J'ai dit que Thiam, il s'est placé là où il estime qu'il est efficace et là où il estime où se trouve un champ de bataille du pouvoir qu'il n'a jusque-là pas attaqué. Parce que sur le terrain, les matchs Gbagbo assurent ça, mais à l'international, jusqu'ici, on emprisonnait les gens pendant 11 ans sans jugement et personne n'en parlait. Donc, à cet endroit-là, il a décidé de faire sa part de combat, en fait. C'est ce que j'ai dit. Non, c'est pas la même chose, il y a une nuance. C'est ce que j'ai dit. Bon, c'est pas grave. Merci de nuancer. Et j'ai répété ici que quand le président Alassane Ouattara parle de souveraineté, en réalité, c'est pour dire qu'à l'international, là, il s'en fout. Non, il s'en fout pas. Il a géré. Non. Il a géré. Non. Parce que même le Nigeria, là, le président du Nigeria... Oh, monsieur, est-ce que vous pouvez me laisser parler? Il s'en fout. Non, mais président, il faut arrêter. C'est trop gros. Terminez, président, terminez. Il est en train de dire aux Ivoiriens, je m'en fous. Je l'ai dit à Toublan dans une de nos conversations. J'ai dit, la reconnaissance internationale pour le président Alassane Ouattara, c'est la cerise sur le gâteau. C'est la cerise sur le gâteau. Pour lui, le plus important, c'est le gâteau. Maintenant, si la cerise arrive, c'est tant mieux. C'est une friandise. Bien. Cependant, oui, président. Comme Maître Kakou l'a dit, la victoire, là, on espérait voir un éclat ou bien des éclats de joie dans les rues d'Abidjan ou de Côte d'Ivoire. La CAN a eu plus d'éclat que... Mais, malheureusement, ce qui a donné plus d'éclat et de manifestations de joie sur les réseaux sociaux, c'est la reconnaissance internationale de la victoire du président Alassane Ouattara. Est-ce que, visiblement, dans cette souveraineté clamée par le président Alassane Ouattara et sa formation politique. On va à l'antenne. Non mais attendez, il faut arrêter là. Non mais terminez, président. Terminez. Est-ce que la souveraineté clamée par le président Alassane Ouattara, c'est-à-dire la cerise sur le gâteau, est-ce qu'en réalité, ce qui intéressait le président Alassane Ouattara là, ce n'était pas plus la cerise que le gâteau? Bien. Voilà la question que moi je pose, moi en tant qu'observateur de la vie publique. Gâteau. Non, laisse-moi finir. les gens ont fait des cours magistraux ici, tu ne les as pas interrompus. Oh, président Rigole. Oh non. Les gens ont fait des cours magistraux ici. J'ai été interrompu par quelqu'un qui a fait les choses. Dès que je prends la parole, mais cette méthode coupe le fil de ma réflexion. Non, c'est moi, je remplace Norbert aujourd'hui. Le président, c'est Non, pardon, président, terminez. Non, laissez-le finir. Je poursuis ma réflexion pour dire, en réalité, voilà ce qui se passe. Il y a deux positions qui sont là. Des gens ont marqué que, avant que les félicitations ne sortent là, oh non, la France l'a lâché, l'international l'a lâché, ils ne vont pas faire ceci, ils ne vont pas faire cela. Sur ce même plateau, il n'y a même pas 2 jours, il va avoir une reconnaissance à minima. C'est hier. Oui, hier. C'est une reconnaissance, ce sera une reconnaissance à minima. Coup de fil d'un président à un autre, c'est minima? Non, soyons sérieux. Coup de fil d'un président à un autre, ce n'est pas minima. Et je suis convaincu que d'ici quelques semaines, quand il va avoir la cérémonie d'investiture, il y aura au moins le représentant de Macron à Abidjan, c'est-à-dire l'ambassadeur, le représentant de la France. Donc, quand on voit toutes ces choses-là, ne faisons pas. Le président Alassane Ouattara a été élu, et je l'ai dit sur ce plateau ici, quand on parlait de la présence de la France, j'ai dit, du point de vue des marchés publics, la France a à peine 12% des marchés publics qui vont les entreprises françaises. Mais la Côte d'Ivoire reste un partenaire important pour la France. Président, non, c'est gênant ce que vous faites. C'est gênant parce que à votre prochaine prise de parole, je vous promets que je vais polluer vos prises de parole. Je promets que je vais polluer vos... Je finis. Je ne vais pas me laisser distraire. J'ai dit, la France, ils n'ont qu'à aller chercher. Hein. J'ai donné des références. Business France. Je dis, la France a à peine 12% des marchés publics ivoiriens. Cependant, la Côte d'Ivoire, au nom des relations entre la Côte d'Ivoire et la France, des relations historiques, la France reste un partenaire géostratégique important. Et la Côte d'Ivoire reste un
partenaire géostratégique pour la France. Ce qui est clair et que comment on appelle ça là? Atoublan vient de parler de géopolitique. Moi, je parle de géostratégie. Bien. Non, mais qu'ils soient rassurés, leurs prochaines interventions seront pour. Ça sera plus possible. Moustapha, tu vas couper les micros parce que ça commence à bien faire maintenant. Hop. Non, je leur donne cette assurance-là. C'est une promesse, mais je vais la tenir. Mais si on commence à faire comme ça, on ne pourra plus s'entendre. Par exemple, vous faites non, ça parce que j'ai l'impression que sur ce plateau, moi, je ne dois pas être entendu. Président, vous êtes plus entendu? Tu as l'habitude, à chaque fois que je parle, paf, ils interviennent. On les a écoutés Président, est-ce que vous savez Tu as fait un cours magistral, personne ne t'a interrompu. Merci. Deuxième partie de l'émission. Président, vous savez Carline, très court, très court. Une fois encore, et là cette fois-ci, Jean-Paul Aureau a un peu amélioré son discours. Cette fois-ci, il nous chante Le temps des cerises. Mais cette chanson, elle est complètement dépassée. Faire croire ou tenter de faire croire qu'Alassane Ouattara est souverainiste, faire croire ou tenter de faire croire que le Front commun est mort, ça ne passe pas. Désolé, Jean-Paul Aureau, tu auras. Bon, ça, ce sont tes incantations, Nana. Ça, ce sont tes incantations. Ça ne veut pas dire que c'est vrai. Norbert, merci, c'est fini. Non, mais je peux pas parce que. Non, mais. Vas-y, sur le prochain sujet. Bon, ok. Alors, prochain sujet. J'ai fait un cours magistral, je ne sais pas à quel moment. Ah, mais justement, quand vous voilà, tu as parlé, personne ne t'a interrompu. C'est ce qu'il appelle cours magistral. J'ai pris la parole une seule fois, président. Tu as pris la parole une fois. Quand tu as parlé une fois, personne ne t'a interrompu. Bon, merci, monsieur. Non, mais parce qu'à chaque fois que je parlais, vous m'interrompiez. Comme la deuxième partie de l'émission, on parle de coulisses et préparations de législatives par le RHDP. Est-ce qu'il faut créer une guerre des chefs, finalement, quand on voit les bastions qui sont attribués au cas du RHDP? Oui, il faut craindre une guerre des chefs et dans bon nombre de circonscriptions électorales, cela s'annonce déjà. Lorsque vous prenez Korogo sous-préfecture avec Hams Koulibaly qui est contesté par Sakrougan Koulibaly, quand vous prenez ce qui est annoncé, à savoir donc, ce jeu de chaises musicales avec la photocopie du président Alassane Ouattara qui viendrait donc être député à Bobo. Vous prenez donc Big Togo qui passe d'Agboville à Yopougon potentiellement, et puis on annonce M. Mamadou Touré donc potentiellement à Cocody. Reste à voir si ces rumeurs-là prendront corps, mais voilà, il y a un basculement et je pense que pour tous ces candidats-là, vous voyez, Abidjan, ce n'est pas anodin. Abidjan, c'est la capitale économique quand même du pays et donc qui est chère au président Alassane Ouattara. Donc venir remporter Yopougon, Abobo, Trècheville, Cocody, ce serait aussi se positionner pour l'après. Dire au président, regardez-moi, je suis capable de remporter une commune de ce Takabila, je peux potentiellement vous succéder. Donc vous verrez que dans ces législatives-là, les chefs, la demi-douzaine, comme l'a surnommé le président Alassane Ouattara, et bien cette demi-douzaine-là va aller au charbon, va aller chercher les postes les plus prestigieux parce que, soyons totalement honnêtes, Big Togo, une victoire à Agboville, ça ne vaut rien du tout. Agboville, il a remporté avec 7000 électeurs. Yopougon, ça va être compliqué. À Yopougon, oui, Yopougon, ça devrait être compliqué. Si le déjà, Front commun participe. Nécessairement. Le Front commun, je pense, participera à ces élections-là, et puis ça ne devrait pas être quelque chose de donné pour M. Big Togo, puisqu'aujourd'hui, moi, je m'en amusais à lire des commentaires de gens de Yopougon. En dehors de Morel, qu'est-ce qu'il a fait à Yopougon en 2 ans, vous voyez. Donc, il part cette fois avec un bilan en tant que maire. Et donc, il devra confronter ce bilan-là à la position, donc à l'unité du Front commun, qui devrait ici reconduire les mêmes qui ont terrassé à l'époque M. Kafana Gilbert. Donc oui, élection palpitante à venir, bagarre interne au sein du RHDP, puisque tout le monde veut se positionner. Et puis bon, moi je pense que ces bagarres-là d'ailleurs n'ont pas lieu d'être. Vous voyez des gens qui sont présidents de conseils régionaux, députés, ministres, voilà. Si tant est que ce parti-là regorge de tous les cadres dont on nous fait cas,
pourquoi est-ce qu'on n'en enverrait pas d'autres et qu'on permet aux mêmes personnes de cumuler 5 postes? Il y a des militants qui pourraient déposer des candidatures aussi. C'est Jean-Yves Sissoko qui présente sa candidature, la candidature de l'AGP. Pour moi, il y aura une grande bataille d'indépendants aussi. Voilà. Une grande bataille d'indépendants. Jean-Yves après Norbert. Oui, Carlyle. Maître Kakou est mon ami, mais je suis désolé de devoir peut-être un peu le contredire. Il vient de dire qu'à Yopougon, le Front commun reconduirait les mêmes. C'est bien ça, c'est bien ce que j'ai entendu. Alors, plutôt, ils partiront encore avec la même association, hein, le même attelage, pas avec forcément les mêmes hommes. C'est-à-dire, ah oui, alors ça serait qui serait candidat du Front commun à Yopougon? De tête, je dirais Diaoufoué, Michel Gbagbo, pourquoi pas Fabrice Lago alias Steve Biko, Georges Armand également. Je t'invite à être très prudent parce que parmi ceux que tu viens de citer, il y a un nom dont je ne suis absolument pas sûr qu'il sera candidat. Parenthèse fermée, on va le savoir ce soir. Enfin, ce soir, ça va être décidé. Il faut être très prudent de ce point de vue. Donc, il y a un mystère Big Togo. Comment se fait-il qu'il va présenter sa candidature à Yopougon? C'est un dossier qu'il va falloir suivre de très très près. Plus généralement, s'agissant des législatives, je voudrais souligner quelque chose, une tarte à la crème, tout le monde le sait, mais il faut quand même le rappeler. C'est l'équation de l'homme qui est très importante dans un scrutin local et qui peut tout changer. On l'a vu lors des précédentes législatives, il y a eu des candidats indépendants qui ont réussi à se faire élire au nez et à la barbe des appareils politiques. Donc, c'est la raison pour laquelle c'est un tout autre scrutin, et c'est la raison pour laquelle le Front commun a intérêt à aller à ces élections, ne serait-ce que pour éviter ce que j'ai évoqué tout à l'heure. Je n'en dirai pas plus, mais sur Yopougon, prudence. Bien, oui. Oui. Donc, concernant ces législatives-là et puis les préparations, je pense que pour ça, on peut féliciter le RHDP parce qu'il y a pas mal ils déploient vraiment, parce qu'ils prennent cette élection vraiment au sérieux, hein, et ils déploient tout ce qu'ils ont comme arme offensive à ces élections-là. Ils ne l'hésitent pas je crois qu'ils ne l'hésiteront pas sur les moyens également parce que voilà, on fait quand même 15 ans au pouvoir, donc ils ont eu le temps de pouvoir financièrement se positionner. Donc, ce que je peux dire par contre sur ce positionnement de Big Togo à Yopougon, pour moi, c'est quand même un mystère pour moi parce que on avait quelqu'un qui à Agboville qui était incontestable dans son voilà s'il se représentait à Agboville, mais à Yopougon je pense que ça sera quand même compliqué pour lui et accepter ce défi là, je sais pas qu'est-ce qu'il a derrière la tête, mais accepter le défi de se présenter à Yopougon et espérer gagner à Yopougon, moi j'en doute fort. Et si jamais Bictoro passe à Yopougon, je pense humblement qu'il sera en fait c'est-à-dire il sera incontestablement l'élément à positionner après Ouattara. Mais est-ce que ça va passer? Est-ce que Bictoro peut remporter à Yopougon? Est-ce que mettre Bictoro à Yopougon, ce n'est pas l'envoyer en fait à une probable retraite politique? Et puis à espérer positionner, je ne sais pas, parce que pour moi, le ministre de la Défense, Ibrahima, à Bobo, c'est comme enfoncer une porte ouverte. Hein. Ça, il n'y a pas de. Il ne faudrait pas qu'on se voit la face. Donc, il sera forcément élu là-bas. Et donc, est-ce que Bictoro comment on appelle ça, Bictoro et Tene Ibrahima à l'Assemblée nationale, qui sera au choix, qui sera le président de l'Assemblée nationale? Donc, il y a toutes ces questions qu'on se pose. Et moi, je pense que quand même, ils envoient quand même Bictoro à l'abattoir et c'est une façon de l'envoyer, de faire une retraite politique, en fait, je le dis. Finalement, c'est l'homme commun sur les grands challenges. Hein. Pour les municipales, c'était pareil, on va à Yopougon. Allez-y, président. Oui. Concernant Big Togo, comme c'est le dernier, on va aboutir là-dessus. Moi, c'est pas pour qu'on voit le départ de Big Togo ou bien le parachutage de Big Togo en tant que député à Yopougon comme un ministère ou quelque chose de. C'est le même électorat qui est là. C'est cet électorat-là qui
qui a fait qu'il est devenu maire de Yopougon. Donc, ce n'est pas un challenge particulier pour lui. Comme il y a 2 ans, il a pu se faire élire, mais certainement qu'il va développer un certain nombre de capacités en lui pour se faire réélire, si possible. Mais c'est un électorat. Ce n'est pas la même élection, mais aujourd'hui, c'est le même électorat. C'est à lui de comprendre que, voilà, maintenant, au sein de son parti, est-ce que c'est parce qu'on estime qu'il peut être battu là-bas en termes de député, qu'on le met là-bas et on se débarrasse de lui pour le perchoir. C'est possible, on peut faire cette analyse, peut-être qu'on estime que là-bas, là, les gens peuvent le limer. Donc on peut le limer là, envoyer-le là-bas et puis il ne va pas revendiquer son siège de président de l'Assemblée nationale. C'est une possibilité. Comme on le disait tantôt, au sein du RHDP, il va y avoir de la bataille rude. Il va y avoir beaucoup d'indépendants qui vont arriver, des anciens ou bien des militants du RHDP. Parce que, ils estiment que le président Hassan Ouattara s'est réélu, mais sur le départ, donc ils ne pourront pas craindre son courroux, donc il peut se présenter sur son élu, tant mieux pour eux. Donc voilà une réalité. Et deuxièmement, c'est vrai, on nous envoie ici que le Front commun va aux législatives. Non, le PPACI et le PDCI iront aux législatives. Je vais finir, je vais finir. Iront aux législatives. Je me souviens de cette phrase dans la lettre du président Tidjane Thiam. Il dit, nous soutiendrons, nous serons présents dans toutes les circonscriptions et celles dans lesquelles nous ne serons pas, nous allons soutenir le candidat de l'opposition. Qu'est-ce que cela veut dire? Là où nous serons là, si j'espère que là où eux seront au PDCI sera là, ils vont battre campagne. Donc le PDCI et le PPACI vont s'affronter dans certaines circonscriptions. Ils n'iront pas en commun. Ils n'iront pas en commun. Le PDCI aura des candidats dans toutes les circonscriptions. On va revenir ici, hein, sur ce même plateau. On va revenir. Et donc, non, parce que quand les autres parlent, ils énoncent leur sujet. Ils énoncent leur sujet, leur souhait. Personne ne vient leur dire, mais dès que Jean-Paul Oro prend la parole et il énonce ce qu'il veut dire, il y a M. Norbert Navarro et ses almoravides qui se lèvent. Donc il faudrait que ça s'arrête. Oui, président, en fait, rapidement, tout à l'heure, tu as parlé de l'électorat. Non, je viens, rapidement, s'il vous plaît, 1 minute, même pas 1 minute. Président, tout à l'heure, tu as parlé de l'électorat en 2023 qui était le même. Effectivement, cet électorat, la Bitogo, s'en est sorti avec 60 000. Il s'appelle comme Michel Babou, on a eu 40 000 et je crois Diaouf, on a eu 22 000. En accumulant ces deux-là, on a 72 000. Donc tu penses que de 60 000 à 72 000, 12 000 voix, Bitogo est capable aujourd'hui d'avoir 12 000 voix pour pouvoir combler ce vide? Je ne crois pas. Non, il n'y a pas de relance. Hein. Voilà, y a pas de, voilà, vous n'allez pas vous poser la question. Alors, moi, ce que Ogina, voilà. Oui, enfin, parce qu'il fallait que ça arrive, même si je serais pollué par le président, mais ce n'est pas grave. Alors, ce que je veux dire sur les législatives, c'est quoi les enjeux des législatives en Côte d'Ivoire aujourd'hui? Est-ce que c'est la conquête de la majorité au Parlement et tout ça? Il n'en est rien. Il n'y a pas de sujet sur ça, en fait. Parce que le RDR a tout verrouillé. Non, on n'y allait pas. On attribue... Non, c'est un raisonnement que je suis en train de poursuivre. On attribuait des nombres pharaoniques de députés à des déserts en termes de masse de population, de découpage. Donc, c'est un jeu qui est cadenassé. Aujourd'hui, les législatives en Côte d'Ivoire ont, pour le pouvoir, 2 objectifs et pour l'opposition, 1 objectif. Pour l'opposition, ça permet à des cadres d'aller sillonner les localités et de se faire voir et de faire d'assurer une certaine présence sur le terrain. Et puis bon, si par un heureux hasard ils sont élus, tant mieux pour le parti, ils seront là en permanence pendant 5 ans. Pour le pouvoir, ça a 2 objectifs. C'est-à-dire déstabiliser les bastions de l'opposition parce qu'il a verrouillé les sièges pour la majorité, ils ont déjà verrouillé les sièges via leur découpage. Donc maintenant, c'est de cibler pour détrôner les partis d'opposition dans leurs bastions. Et le deuxième objectif, c'est d'éliminer, de régler leurs comptes. Ce sont des règlements de comptes. Parce que qu'on veut me faire croire ici que Bitogo, on l'a balancé à Yopougon parce qu'il serait comment on appelle, le Zorro des élections législatives, ou bien, comment on va dire, quel héros je peux citer encore? Il n'en est rien. Une élection législative, c'est un cadre dans un parti qui estime que cette population a une proximité avec elle et qui veut
compétitionner pour le compte de son parti dans cette localité. Ensuite, le parti peut estimer que toi, tu es un cadre de qualité, on estime que là-bas, tu peux gagner aussi, il peut t'avoir là-bas. Mais dans tout ce qu'on a raconté, dans l'article qu'on a vu, est-ce qu'on a mentionné l'avis initial de Bitogo? Est-ce qu'on a dit où est-ce que Bitogo voulait aller? Est-ce que Bitogo a préféré aller à Yopougon que quitter son Agboville? Non, on l'a déplacé d'Agboville à Yopougon pour l'amener au calvaire et l'exécuter. Voilà, c'est tout. Voilà. Pour des questions de clarification, c'est vrai que le président de l'Assemblée nationale n'a pas fait de déclaration officielle. Donc, c'est les gens qui bavardent, qui spéculent. Et pour revenir rapidement, je vous donne la parole, rassurez-vous. J'ai gardé mon calme, je n'ai pas gêné quelqu'un. Vous voulez me donner un coup de poing? Tout le monde est calme ici. Non, mais pour compléter ce que Jean avait dit sur la candidature de Téné Birahima Abobo, attention, il aura un suppléant, et ce n'est pas n'importe qui. D'après ce qu'on a vu, c'est le président du conseil, Kaveh Kakao, Yves Brahima Koné. Donc il se peut qu'il reste même au ministère de la Défense, au cas où il est élu. Juste. Ok, moi il y a un volet en fait qui n'a pas été abordé par cela. Déjà, c'est très intéressant. On parle en fait de nombreux indépendants. Il faut savoir qu'il y a deux types d'indépendants. Il y a les transhumants. Ça, c'est un phénomène qui est très tendance depuis un petit moment en Côte d'Ivoire. Les transhumants, c'est-à-dire ces indépendants-là. Voici le CM. Ces transhumants-là, en fait, d'accord, qui se présentent sous une étiquette d'indépendant et puis, par la suite, une fois élus, ils rallient en fait le parti au pouvoir. Il faut faire très attention. Ah, c'est détestable. Il faut faire très attention par rapport à cela. D'accord? Ça, c'est un élément très important parce qu'annoncer pléthore de jeunes, de nouvelles candidatures, de personnes qui arriveront, il faut faire très attention à cela, les transhumants. Ça, c'est le premier phénomène. Le deuxième phénomène, en ce qui concerne encore la jeunesse, il faut faire très attention parce qu'il y a des gens qui ont des objectifs, qui se projettent déjà sur 2030 ou même 2035. Donc, qui veulent aller dans cette aventure-là. Et il y a un élément qui est très important, les bastions RHDP. Les bastions, du moins c'est des bastions en fait de l'opposition, dont le RHDP a des vues, voilà, sur ces bastions-là. Personne ne peut ici garantir, d'accord, que si ces bastions-là aujourd'hui sont détrônés, parce qu'il y a des personnalités phares. Hein, au niveau de Cocody, au début c'était Éric Tabat qui était pressenti. Aujourd'hui on a annoncé, mais c'est pas officiel, Touré Mamadou qui risque de se lancer, d'accord. Bon, le plateau, certainement Sawignon qui sera à son 3e coup d'essai. Jamais 203, et aussi Yopougon avec M. Bitogo. On a l'impression que là, le RHDP veut une stratégie d'ancrage, c'est-à-dire ils veulent vraiment s'asseoir. Parce que dire que Bitogo quittera Agboville pour Yopougon, c'est aller au casse-pipe, vous détrompez fortement. Il risque d'avoir de très grosses surprises. Parce que c'est Pierre Demba, ministre actuel de la Santé, qui reste à Agboville. Et c'est sûr qu'il sera réélu. Bitogo risque de faire un coup de maître. Ma question maintenant, beaucoup de personnes veulent aller aux législatives. Mais s'il y a des contestations dans ces zones, quel est votre moyen de coercition? Parce qu'on revient à un point qui est très important. La CEI pose problème. Donc, c'est bien de faire des spéculations et des prévisions. Quel est le moyen de coercition de ceux qui veulent y aller compétir? On revient avec le refrain infernal. C'est pas un refrain infernal parce que vous avez évoqué le taux. Alors, donc, je suis en train de dire quelque chose de très important. Parce que vous dites ici tous que Ouattara est en fin de cycle. Quand on est en fin de cycle, on pérennise le pouvoir. On solidifie son assise. Donc j'aime bien le côté assez enjolivé de dire oui, on va aller à gauche, à droite, mais pensez-y, quel est votre moyen de coercition? C'est-à-dire comment vous allez contester? En tout cas, au regard des objectifs que moi j'ai annoncés pour l'opposition, on n'a pas besoin de moyens de coercition puisque nos cadres, voilà, ils vont parcourir les localités et tout ça. Donc. Oui, mais si est-ce qu'une une campagne commune du PPAC-PDCI est prévue? Non, je ne suis pas dans les secrets de Dieu, hein, je ne sais pas ce qui est prévu. Il faut dire que je suis membre du bureau politique, oui. Ce n'est pas un organe exécutif. Mais c'est une idée qui remonte ou pas? Voilà. Même pas. Bon, le PDCI, les militants du PDCI, les cadres du PDCI iront à cette élection en tant que PDCI. Cette histoire de front commun là, c'est seul dans l'esprit actuellement. Non, mais on un avis mortifère. C'est bon. J'ai dit quoi? C'est de la prestidiation. Mais c'est que tu dis la Là, on revient je dis que le Front commun n'existe que dans l'esprit de Norbert Navarro sur ce plan. Vous avez un relan nécrologique sur le Front commun. Pourquoi vous êtes tant contre, d'accord, ce flégage? Réponse après. Maître Kakou. Alors, bon, l'enjeu, Guinard l'a dit, c'est d'éviter que, et Norbert l'a dit, pardon, c'est d'éviter que le RHDP ait la majorité, donc les 2/3 à l'Assemblée nationale, sans à parler à son tour donc du découpage électoral.
il est vrai que ce découpage-là, tel qu'il est, au Guinard, merci, il est vrai que ce découpage tel qu'il apparaît aujourd'hui donne une part suffisante de postes d'avance au RHDP. Ça a deux causes. D'abord, ce découpage et les critères même de ce découpage-là. Le président de la CEI a parlé d'un pondérage qui se fait avec le nombre de villages autour, mais ça paraît quand même encore flou dans l'esprit d'un certain nombre de personnes. Moi, je vous renvoie à un article qui a été publié en 2011 par Abidjan.net, encore Abidjan.net, juste après donc, ce nouveau découpage. Cet article, il était intitulé « Découpage électoral, le RDR et le PDCI se taillent la part du lion ». C'était un article de Abidjan.net. Donc ça veut dire qu'en fait, à l'époque, ils étaient amis. Le couple qui venait donc franchement de contracter mariage était en noces et puis on se fait des cadeaux. Donc on se fait un découpage et puis aujourd'hui, 14 ans après, on vient s'en plaindre. Vous voyez, ça, c'est une incohérence que nous critiquons. Non, ce n'est pas une incohérence. Si. Ça fait partie, il y a des voix qui se sont levées contre. Vous voyez, vous êtes taillé la part du lion en 2011 et puis aujourd'hui, vous pleurnichez. Donc ça, c'est un problème. Ensuite, deuxième chose, le Nord aujourd'hui. Pourquoi on parle de 70 postes au moins? Parce que moi, c'est ce que j'ai dénombré, 70 postes au moins d'avance pour le RHDP dans le Nord. 70 sièges. Pourquoi? Eh bien parce qu'aucun membre de ces partis politiques d'opposition ne va mettre des candidatures dans le Nord, sinon de manière très habituelle, ou avec des candidats déjà résignés. Donc il n'y a pas, très clairement, disons-le, et ayons l'honnêteté de le reconnaître, l'opposition politique en Côte d'Ivoire s'est détournée du Nord. C'est détourné du Nord. Mais non. Attendez, pourquoi est-ce que le PDCI n'est pas dans le Nord? Mais le PDCI fut dans le Nord. Pourquoi ils n'y sont pas maintenant? Donc pourquoi ils n'y sont pas? Parce que souvent dans le Nord, mais dans le Nord. Non, mais moi je permets. Je connais la Côte d'Ivoire. Attention à ce que vous allez dire. Je chéris le Nord. Mais il faut laisser. Mais des gens se sont détournés du Nord. Ils ne sont pas détournés. Les gens les chassaient du Nord. Le pays a été divisé, ils ont sacralisé un endroit comme leur propriété privée. Quand Mme Simone Baba a voulu faire sa tournée dans le Nord, dans le Nord, même Stéphane Kipré, on a vu M. Stéphane Kipré. Donc aujourd'hui, vous estimez que c'est le RDR qui empêche l'opposition. Moi, j'ai entendu M. Thiam, à son retour en Côte d'Ivoire, dire « je vais aller dans le Nord ». Oui, il y a pourquoi ce n'est pas encore fait aujourd'hui? Non, il a fait, il a pas Non, je ne parle pas de son voyage. Pourquoi est-ce que son parti n'a pas repris une implantation massive dans le Nord? Mais il y a des sections des partis politiques dans le Nord. Qui ne sont pas dans des proportions suffisantes pour faire gagner au moins un poste dans le Nord. Mais il faut se poser des questions. Bon. Norbert va prendre la parole et on ferme l'émission. Allez-y, Norbert. Non, mais c'est un très bon point, bravo. Mais il y a d'autres sujets. C'est super intéressant. Chassé du Nord. Le GPS pourrait faire, on les a interdits. Le GPS aurait pu se présenter là-bas. Allez-y, Norbert. Oui, très court. Non, le Front commun fonctionne et donc il va fonctionner pour ces élections. Il y aura des candidatures communes, je vous l'annonce. Deuxièmement, peut-être une petite info au passage, à Adzopé, Patrick Hachi sera candidat. Ça peut avoir une certaine importance pour la suite des événements. Donc voilà. Et puis, avant de terminer l'émission, vous connaissez mon attachement pour la presse ivoirienne et pour les journalistes ivoiriens, Jean-Paul Auro compris. Je voulais simplement saluer la reparution depuis ce matin, mercredi 5, du journal Le Nouveau Réveil, qui est de nouveau dans les kiosques avec le président Tidiane Thiam et le président Gbagbo à la une. Merci beaucoup, Norbert. Merci beaucoup, messieurs. Oui. Merci. Il y a un mec qui a parlé de... Il reste 3 secondes. Il a parlé du fait que l'opposition amène des Moi, je ne vois plus l'émission. Non. Vas-y, Jean-Yves. Il a parlé du fait que le Nord, il a parlé du fait que l'opposition avait délaissé le Nord. Je dis non. Parce que pendant ces campagnes électorales, on a vu un préfet convoquer les dozos au Nord. Il a demandé d'empêcher les gens d'arriver. Voilà. Donc, quand on fait ce genre de déclaration, ça veut dire que ça veut sanctuariser leur base arrière. C'est pas parce que l'opposition a délaissé le Nord, c'est parce qu'il y a une force au Nord qui empêche les gens d'arriver là-bas. C'est ça. Ils veulent sanctuariser leur bastion. On interdit le GPS, on empêche les gens la semaine prochaine. Pourquoi les dozos ont été convoqués par le préfet? Merci, Moustapha. Bonne soirée.